Salut, bienvenue dans le 3e épisode de 5 dangereuses faiblesses de ton cerveau. Écoutez, j'ai vu que vous avez encore une fois plutôt bien kiffé la version 2, donc bah let's go, on est parti, on fait une 3e version et rien ne m'arrête, ok? Vous avez vu, j'ai mis des petites lunettes et peut-être tu m'as pas reconnu, mais c'est bien moi, Dali. Non, je rigole, je sais que l'effet Superman ne marche pas vraiment très bien sur moi, c'est-à-dire que y a pas beaucoup de différence. Mais bon voilà, j'avais envie d'un petit peu de changement. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. On est tout de suite parti pour les 5 nouvelles faiblesses de ton cerveau. Let's go. Richard Taylor, ouais encore lui je sais, il a fait une expérience sur la plage. En gros il y a 2 amis sur la plage et il y en a un qui se désigne pour aller acheter des bières. Toi tu vas rester tranquillement du coup assis sur ta serviette et tu sais dans ta tête qu'il y a un seul endroit pour te procurer des bières. C'est alors que ton ami te pose la question, bah c'est quoi le prix maximum auquel t'es prêt à payer pour obtenir la bière. En gros, il y avait 2 groupes. Ceux qui pensaient que la source de bière la plus proche, c'était l'hôtel de luxe, et ceux qui pensaient que c'était le petit supermarché du coin. Résultat, pour ceux qui croyaient que la bière venait de l'hôtel de luxe, ils étaient prêts à payer 2,65 € pour acheter la bière en moyenne. Alors que ceux qui pensaient qu'il allait aller la chercher dans le supermarché du coin, eux, ils payaient 1,50 € seulement. Donc concrètement, ça veut dire que t'es prêt à payer 1 € de plus pour avoir la même bière, sans même aller voir le prix et aller dans le magasin, sur la même plage, dans les mêmes conditions, juste simplement influencé par ta pensée qui croit que. Et cette expérience, du coup, elle met en évidence quelque chose de super intéressant, qui est la distinction entre la valeur réelle et la valeur perçue. Si Will Smith, un jour, il met un costume cravate qui vient de chez Kiabi, bah, la différence entre la valeur réelle et la valeur perçue, elle va être énorme. Alors que pour autant, le costume coûte que dalle. En fait, en marketing notamment, on s'est toujours intéressé au choix qu'avait le consommateur. Comment faire en sorte qu'il passe à l'action massivement? Comment faire en sorte qu'il y ait le moins de barrières possibles pour qu'il achète? Du coup, on a par exemple le psychologue Barry Schwartz qui a mis en évidence ce qu'on appelle le paradoxe du choix, qui montre que, en fait, quand on a plus de 3 options, bah on est perdu et on ne sait plus trop quoi faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce psychologue, il s'est rendu compte que ça fonctionnait uniquement lorsqu'on avait 3 choix ou plus. Et du coup, c'est là qu'est né en fait le choix d'Osborne et le choix d'Osborne plus 1. En gros, le choix d'Osborne, c'est le fait d'avoir seulement 2 options, mais dans le sens où apprendre ou à laisser. Le choix d'Osborne plus 1, là par contre, c'est d'avoir en fait 3 options. L'option 1, l'option 2 et la dernière option à laisser. Ensuite, après avoir développé toutes ces théories, on a fait des études pour voir lequel en fait était le plus optimal, le plus efficace pour que, bah voilà, on vienne à choisir notre option qui pourrait être prendre un abonnement, acheter ce vêtement, etc. Résultat, le choix d'Osborne plus 1, c'est-à-dire le fait d'avoir 2 options et aussi la possibilité de laisser et de rien faire, c'est la meilleure chose pour avoir un taux de conversion important. En fait, dans un choix d'Osborne classique, l'individu, il va utiliser son énergie sur soit apprendre, soit à laisser. Et du coup, il a toujours l'option à laisser dans sa tête. Alors que sur un choix d'Osborne plus 1, il va avoir tendance à comparer en premier les 2 options et ensuite va lui venir à l'esprit la possibilité que c'est vrai, il peut laisser en fait. Pour faire simple, c'est notre tendance à voir uniquement les gens qui ont réussi et à oublier tout le reste. Par exemple, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de flagrant en fait. On se dit que il y a lui qui a réussi, il y a lui qui a réussi, il y a lui qui a réussi, bah je vais faire tout comme eux et moi aussi je vais réussir. Sauf que qu'est-ce qu'on voit pas? C'est tous ceux qui ont fait exactement la même chose que lui, qui ont même peut-être fourni plus d'efforts et qui au final n'ont eu aucun résultat et dont on n'entendra jamais parler. Tu vois jamais à la télé un gars qui a dit bon bah voilà, moi j'ai échoué ça, j'ai échoué ça, j'ai échoué ça. Non, on parle uniquement à la télé des gens qui ont réussi, des gens qui ont fait des trucs de ouf. C'est pareil dans le monde du foot, dans le monde du sport, partout. Et donc ça, quand on a une sorte de growth mindset, c'est-à-dire qu'on a envie de progresser dans certains domaines, on va avoir tendance à étudier uniquement les gens qui ont réussi. Et du coup, on se dit, ok, bon bah je vais faire pareil qu'eux et je vais avoir les mêmes résultats. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, et ce qui serait même peut-être plus intéressant, c'est d'étudier tous ceux qui n'ont pas réussi, d'étudier leurs erreurs et de faire en sorte de le faire différemment. Et peut-être que là, on aura des résultats encore plus intéressants. En 1950, il y a une croyance populaire, et même qui s'étend scientifiquement, que c'est impossible de courir un miles en moins de 4 minutes. Il y a même des scientifiques qui se disent que, voilà, en fait, on a atteint la limite du corps humain et on ne pourra pas faire moins, c'est comme ça. Roger Bannister, lui, c'est un coureur olympique qui s'entraîne depuis des années et qui, comme beaucoup d'autres, tente de dépasser cette fameuse barrière. Le 6 mai 1954, après des années et des années d'entraînement, Roger Bannister s'élance, il court et ça y est.
il a réussi, il a fait le miles en 3 minutes 59. C'est alors que dans les années qui suivent, bizarrement, il y a plein de coureurs qui commencent à faire le miles à leur tour en moins de 4 minutes. L'effet Bannister est né. En fait, pour te l'expliquer, on peut prendre la citation suivante qui est que ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. En fait, la plupart des barrières qu'on a dans nos vies, elles sont mentales. Et une fois que quelqu'un montre que finalement, cette barrière, elle n'existe plus, ou il l'a fait monter encore à un niveau supérieur, et ça y est, on a la croyance que désormais, c'est aussi possible pour nous. Ok, en fait, il y a des études qui montrent que lorsqu'un crabe se retrouve coincé dans un seau et qu'il est tout seul dans ce seau, il finit par réussir à sortir du seau tout seul. Par contre, on refait exactement la même chose, sauf qu'on rajoute plusieurs crabes en fait dans le même seau, et là, bizarrement, aucun crabe n'arrive à sortir. Étrange, n'est-ce pas? En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a plein de crabes ensemble, ils s'accrochent les uns aux autres et ils s'empêchent mutuellement de se laisser sortir. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que inconsciemment, c'est la même chose en société. Par exemple, on veut pas que les autres changent leur vie quand la nôtre ne va pas forcément bien. Et du coup, on a tendance à ramener un petit peu nos amis qui tentent de partir dans un domaine, qui tentent de faire des trucs. Il y en a certains d'entre nous qui préfèrent les regarder à notre niveau pour qu'on ait bonne conscience et qu'on soit en mode « Non mais les gars, venez, on fait pas trop de trucs, on reste tranquille et tout, comme ça moi, je me sens bien. » Sauf que non! Il faut que ça s'arrête ce truc. Par exemple, si t'as un groupe d'amis dans lequel vous êtes à peu près tous en surpoids, et si tu dis que toi, t'as décidé que t'allais maigrir, te mettre au sport et tout, c'est possible qu'eux ils te disent « Mais non, mais t'es très bien comme ça, t'as pas besoin de faire du sport et tout », pour que eux, ça évite de leur ramener à leur idée que « Ah oui, en fait, on est tous en surpoids et il faudrait qu'on se bouge ». En fait, ils commencent à avoir peur de se sentir inférieur. Donc ça, je pense que c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ça et de surveiller de très près les amis et les gens que tu fréquentes au quotidien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour la partie 4, je n'en sais rien en réalité. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud. On verra bien. Peut-être que s'il y a plus de 1000 likes, ça peut se jouer. Si la vidéo t'a plu en tout cas, du coup, tu peux me le dire en commentaire. Tu peux liker la vidéo et tu peux t'abonner à cette chaîne parce que nous sommes la prochaine génération de YouTube. Et ouais. Sur ce, on se dit à bientôt. Ciao.